Le texte que vous m'avez demandé de traiter aujourd'hui est un extrait du deuxième cahier de Doué d'Arthur Rimbaud. Il s'agit de ses œuvres de jeunesse. Arthur Rimbaud est une légende, un mythe, de par son génie précoce, de par sa carrière fulgurante et de par la vie d'aventure qu'il a menée contre sa carrière littéraire, puisqu'il désirait être résolument engagé dans la vie et dans l'action. Il est à l'origine d'une œuvre dense, aussi bien thématiquement que stylistiquement, mais ici nous sommes dans les poèmes de l'adolescence, puisque les cahiers de Doué sont datés de 1870, donc Arthur Rimbaud a aux alentours de 16 ans à cette époque, et pour l'instant il va se contenter de s'accrocher au style de ses contemporains, des Hugo, des Théodore de Banville ou même des Baudelaire. Ceci dit, dans le buffet commence à se dessiner ce qu'il théorisera plus tard sous le nom de la voyance, à savoir chercher à décrire le réel par-delà les perceptions usuelles, et c'est précisément à cela qu'il va se livrer dans la description de ce meuble. Je passe ainsi à la lecture du texte. C'est un large buffet sculpté. Le chêne sombre, très vieux, a pris cet air si bon des vieilles gens. Le buffet est ouvert et verse dans son ombre comme un flot de vin vieux, des parfums engageants. Tout plein, c'est un fouillis de vieilles vieilleries, de linges odorants et jaunes, de chiffons de femmes ou d'enfants, de dentelles flétries, de fichus de grand-mère où sont peints des griffons. Ainsi, la description que Rimbaud fait de ce meuble, de ce buffet, va évoluer au fil du poème, passant d'une description plutôt objective à une métamorphose complète, le buffet prenant progressivement vie au fur et à mesure de sa description. Ainsi, nous pouvons nous poser la question suivante: en quoi la métamorphose de l'objet dépend-elle d'une métamorphose du regard ? Pour répondre à cette question, nous découperons le texte en 3 mouvements. Les quatrains ensemble tout d'abord, dans laquelle il va y avoir la description du buffet qui crée une tension entre l'objectif et le subjectif. Le deuxième mouvement sera constitué du premier tercet, les vers 9 à 11, dans lequel ce buffet va devenir le support de l'imagination. Et enfin, le dernier tercet sera notre dernier mouvement dans lequel s'opérera la métamorphose finale. Je passe ainsi aux commentaires. Le poème s'ouvre sur un présentatif. Le buffet annoncé par le titre va être développé ici par 2 adjectifs, l'un antéposé, l'autre postposé. Large, sculpté. On voit déjà l'objectif de l'écriture poétique qui va être d'entourer le réel pour mieux le saisir. De la même manière, cette écriture poétique qui va plus loin ou qui doit aller plus loin que le cadre du réel va être modélisée immédiatement par un enjambement à l'hémistiche, puisque la moitié du vers devrait s'arrêter à buffet. De cet enjambement à l'hémistiche va découler l'enjambement sur les vers, le chêne sombre a pris cet air si bon, etc. Ainsi, dès les 2 premiers vers, le poète modélise l'idée selon laquelle son regard va aller plus loin que le simple réel, va aller plus loin que le titre, va développer ce titre tout en saisissant au plus près le réel, ce qui lui permet de le dépasser. Cette antéposition-postposition va poser là encore un autre élément important pour le poème, qui va être cette tension entre l'objectif et le subjectif, puisque ce sont les valeurs des adjectifs, respectivement postposés et antéposés. Simplement, dans l'optique de notre problématique, nous pouvons voir déjà une prévalence du subjectif avec l'antéposition, vieille gens, mais aussi la modalisation des adjectifs postposés, vieux et bon, qui vont être tous les deux au superlatif absolu. On est donc ainsi en tension entre objectif et subjectif, mais c'est bel et bien la subjectivité du regard poétique qui va permettre au poème d'avancer. Le sujet indéfini, C', va se métamorphoser en un sujet défini. Le buffet a pris la place du C'. Le buffet est ouvert. Il devient ainsi le sujet de l'action, il verse dans son ombre comme un flot de vin vieux, et c'est ainsi une première étape dans la métamorphose, la fonction sujet annonçant finalement l'animation à venir de cet objet.
On retrouve comme dans les vers 1 et 2 l'enjambement sur les vers 3 et 4. On retrouve aussi toujours la modélisation des adjectifs censés être objectifs, puisque vieux est effectivement postposé, mais il est pris à l'intérieur d'une comparaison avec l'outil comparatif comme, qui est marqueur de subjectivité. De la même manière, engageant est bel et bien postposé, mais là encore, sémantiquement, il est subjectif, puisque nous ne sommes pas attirés chacun par les mêmes parfums. Le deuxième quatrain va décrire l'ensemble de ce qui est contenu dans le buffet, qui est plein. On continue toujours dans la description, c'est un fouillis de vieille vieillerie, mais cette description a toujours une valeur poétique, ce que l'on peut voir notamment avec le polyptote, vieille vieillerie. Par ailleurs, ce polyptote est intéressant puisqu'il va rapprocher des mots de la famille d'autres qui étaient déjà présents dans le vers de vieux, vieille. Simplement, ces mots qui étaient aux deux extrémités du verre vont se rapprocher ici, de la même manière que le regard se rapproche du buffet, jusqu'à rentrer dedans. Et c'est un rapprochement à la fois physique, mais c'est aussi un rapprochement moral, puisqu'il va y avoir progressivement une identification à ce vieux buffet. Le fouillis dont il est question au vers 5 va être fouillé dans les 3 vers suivants à travers les noms communs, linge, chiffon, dentelle, fichu. À travers l'énumération, c'est bien à une fouille que le poète se livre. Mais là encore, il ne s'agit pas d'une simple énumération, puisque l'écriture poétique va toujours plus loin que le réel. Il va s'agir d'une énumération caractérisée par tout un ensemble d'expansions du nom qui sont de plus en plus longues. Odorante et jaune, des adjectifs, de femme ou d'enfant, des compléments du nom, ou sont peints des griffons, une proposition subordonnée relative. Donc on a vraiment un allongement global de la description au fur et à mesure qu'elle se fait. Cet allongement pouvant être, là encore, modélisé par l'enjambement du vers 6 à 7. L'image de la vieillesse, qui est véritablement centrale dans ces quatrains, va se retrouver au travers de l'adjectif jaune, flétri, au travers du nom grand-mère, ou, là encore, à travers les compléments du nom de femme ou d'enfant qui vont montrer une génération qui rappelle finalement ce passage du temps. L'avancée se fait par concaténation, on parlait des parfums engageants au vers 4, on commence la fouille sur les linges odorants au vers 6, et on va aller progressivement vers d'autres sens, notamment la vue, qui va modéliser aussi le passage du réel au fictif, à travers l'image du griffon peint sur les fichus de grand-mère. C'est ainsi que je passe à ma partie suivante, au premier tercet, justement, qui va développer cet imaginaire porté par la figure du griffon. En effet, chacun des objets qui va être présenté, les médaillons, les mèches de cheveux blancs ou blonds, les portraits, les fleurs sèches, tout ça va être un support potentiel d'histoire. Mais ce qui est intéressant, c'est que ce support d'histoire ne va pas être développé par le poète, qui se centre toujours sur le buffet, mais ce sont des supports d'histoire potentiels pour le lecteur, qui s'engagerait progressivement dans la dynamique de description, qui est aussi une dynamique d'interprétation. Cette présence du lecteur engagé va se retrouver dans le pronom « on trouverait ». Ce « on » indéfini n'est pas le « je » de la narration. Ce n'est donc pas le poète. De la même manière, cette potentielle identification du lecteur au « on » se retrouverait dans l'usage du conditionnel, on trouverait, mais aussi et surtout dans la présence d'un tiret au début du vers 9 qui modéliserait finalement tout ce tercet comme une prise de parole du lecteur, lequel s'identifierait à la démarche du poète. À la description qui précède, succède ici une poursuite de cette description en imaginaire par le lecteur. Et cette identification de l'un à l'autre va se confirmer par la reprise toujours de l'image du parfum au vers 11 qui reprend les parfums engageants du vers 4. À travers ce passage au conditionnel, c'est en fait un passage du point de vue du poète au point de vue du lecteur qui va nous être révélé par l'écriture poétique. Et cette identification des regards, d'un regard à l'autre, va se manifester aussi par les enjambements du vers 9 à 10 et du vers 10 à 11. On va toujours plus loin que ce qui était le réel. Et cette métamorphose du regard, le regard du poète étant déjà un regard différent de celui du lecteur, mais ici le lecteur prenant le regard du poète, l'objet va alors s'animer
et ce sera ma troisième partie, le dernier tercet, qui s'ouvre là encore par un tiret, mais cette fois-ci ce ne sera plus le lecteur qui parlera, mais bien un je qui n'est pas présent explicitement, mais qui est présent implicitement à travers l'usage de la deuxième personne. Ici, il s'agit d'une prise de parole du poète pour le buffet qui est apostrophé. On a une adresse au buffet du vieux temps. Une adresse lyrique avec le O qui va venir modaliser cette adresse et modéliser ce changement de regard, toujours cette importance de la vieillesse qui est le gage de la qualité des histoires et finalement cet accès du buffet à la vie, le regard sur lui ayant changé, il accède finalement à la vie, il s'anime comme le montre l'usage des verbes savoir, vouloir, qui sont des verbes qui vont le personnifier. On retrouve le polyptote du vers 5, vieillerie, qui va se transformer ici au vers 13, compter tes comptes, qui va venir confirmer qu'il s'agit ici bien d'une prise de parole du poète, puisque c'était lui qui utilisait cette figure de style. De la même manière que le verbe bruire, qui est un verbe rare, peut confirmer ici la prise de parole du poète. L'usage pronominal du verbe au dernier vers, quand s'ouvrent lentement tes grandes portes noires, va insister, du fait de l'absence d'agent extérieur, sur cet accès du buffet à la vie. On termine ainsi par un effet de clôture par rapport au début, avec la structure des adjectifs. C'est un large buffet sculpté, adjectif antéposé, adjectif postposé. Quand s'ouvrent lentement tes grandes portes noires, adjectif antéposé, adjectif postposé. Ici, le poème s'arrête, se clôt sur lui-même et en même temps embrasse en lui le réel qu'était le buffet. C'est par cet effet de saisissement, finalement, d'une écriture qui entoure le réel, que le réel va pouvoir ainsi s'animer, prendre vie et finalement se métamorphoser. En quoi la métamorphose de l'objet dépend-elle d'une métamorphose du regard ? Tout d'abord, nous avons vu que ce poème présentait une description qui confronte tout du long l'objectif et le subjectif. Et c'est précisément de cette confrontation que va résulter la métamorphose qui naît du croisement entre le réel et le regard du poète. Ce croisement étant redoublé par la structure de rimes qui précisément sont croisées. On passe ainsi du croisement réel-regard au croisement des regards, puisque le regard du poète se confond dans le poème avec le regard du lecteur au travers des prises de parole, celui-ci devenant lui-même un regard poétique et acceptant de fait la métamorphose finale. En définitive, l'écriture poétique est cette manifestation d'un regard posé sur le monde, et cette écriture va modéliser cet élan d'un regard qui va toujours plus loin que le réel et qui tente d'embrasser le monde dans un rapport quasi amoureux, finissant ainsi par l'animer un petit peu comme Pygmalion anime Galatée. Je passe ainsi à la question de grammaire. Vous m'avez demandé de traiter les expansions du nom dans le deuxième quatrain. Les expansions du nom sont un ensemble de mots qui vont compléter le nom en lui ajoutant des informations. Je repère tout d'abord une proposition subordonnée relative introduite par « ou » avec un accent, qui est un pronom relatif ou son pain des griffons. Cette proposition subordonnée relative va compléter l'antécédent « fichu ». Je passe ainsi au complément du nom. Nous en avons 8 qui sont tous introduits par la préposition « de ». Parmi ces compléments du nom, nous en avons 5 qui vont compléter l'antécédent « fouillis ». De vieillerie, de linge, de chiffon, de dentelle, de fichu. Les 3 qui restent complètent d'autres noms, en l'occurrence de grand-mère complète fichu, et nous avons de femmes et d'enfants qui complètent chiffon. Je termine ainsi avec les adjectifs. Nous en avons 4, 3 qui sont qualificatifs et 1 qui est verbal. Je commence par l'adjectif verbal, flétrie, qui est épithète de dentelle. Pour ce qui est des autres épithètes, nous avons vieillesse et odorant, qui complètent respectivement vieillerie et linge, en étant antéposé et postposé. Enfin, le dernier adjectif, jaune, est lui aussi qualificatif, mais il est apposé à linge, puisqu'il en est séparé par l'adjectif odorant et par la conjonction de coordination « et ». Nous pouvons relever 2 cas particuliers pour les adjectifs. Le premier cas particulier, c'est plein, qui effectivement est un adjectif qualificatif, mais qui va qualifier le buffet par le biais de l'adverbe intensif tout. Et enfin, l'adjectif grand, qui complète
mère, mais qui est ici soudée dans une locution nominale, grand-mère, cette soudure étant manifestée par la présence de l'apostrophe entre les deux, qui va montrer qu'ils sont inséparables l'un de l'autre.